Ministre, le budget de votre département est le deuxième budget avec 295 milliards, juste derrière l'éducation nationale, ce qui représente 8,27% des recettes et 2,26% du PIB. Mais ce budget, c'est également le principal poste justificatif de la dette au Sénégal. Rien que boo jëlee TER bi ak autoroute Patte d'Oie Diamniadio AIBD Mbour Thiès ak Ila Touba ñu ngi ci 2036 milliards soit 25% de l'encours de la dette actuelle. Boo ko comparé li ñu jagleel programme yi nga xam ne c'est pour corriger les déséquilibres parce que ñëpp xam nañ ni biir réew mi dañ leen fàtte woon soo jëlee fu mel ni Médina Yoro Fula defe naa boo fa demee amul presque benn tali bu ñu goudronné ñooñu li ñu leen jox ci cadre PUDC ak PUMA tuuti na trop par rapport ak li nga xam ne ñu ngi koy jagleel les grandes infrastructures de Dakar loolu yëpp nag day traduire benn échelle de priorité boo xam ne moom la ñu bailleurs yi di imposer parce que bailleurs yi je suis désolé de le dire du ñu xaritu Sénégal FMI du xaritu Sénégal les bailleurs bilatéraux du ñu xaritu Sénégal c'est des gens qui gèrent des intérêts et am nañu seen fulla pour défendre intérêt yooyu bu ñu lay jox sa xaalis seen xaalis dañ lay wax fu ñu bëgg nga dugal ko pour mu mun leen jëriñ moo tax infrastructure yi ñu jiital ko ci éducation ci santé ci hydraulique ci agriculture jàpp nañ ni yooyu investissement bi du gaaw a ñëw bu ñu la joxee ne la joxal suñuy entreprise marché yi exonérer leen impôts et taxes ba pare ñu am ay facilités yoo xam ne dinañ mën a récupérer waat seen investissement bàyyi fi bor bi ak intérêt yi ñu koy fay ñett rek ci projet wane na ko bu njëkk mooy TER bi biñ cool yi amee dañ leen ne TER bi dépassé na 568 milliards yi ñu waxoon ñu ne loolu la ma bind question écrite defe naa mon cher collègue Abdoulaye Daouda Diallo était ministre il m'a répondu mais confirmé woon na ni TER bi dépassé na 700 milliards mais ni mu ko justifié woon mooy taxes yi lañ ci dugalul mais les taxes c'est des éléments du contrat les contrats sont libellés hors taxes et TTC tey boo xoolee le coût du TER première phase bi rek dépassé na 1000 milliards boo jëlee tous les contrats que j'ai muy contrat wu soo jëlee les montants initiaux les avenants tranches fermes les avenants tranches conditionnelles TER bi dépassé na les 1000 milliards deuxième élément bi muy les délais de livraison du TER bi ngeen koy lancé en 2016 da ngeen jox rendez-vous sénégalais yi au mois de janvier 2019 janvier 2019 bi ngeen ñëwee da ngeen inauguré TER laa ne bu Macky Sall duggee ci TER bi dem Diamniadio bu dellusee santatuma Sonko ne leen TER bi du daw fii ak mois de juin ngeen joxaat rendez-vous mois de juin ne li ko waral mooy da ngeen def test 6 mois juin boobu ngeen joxewaat novembre passé na jusqu'à présent pas de TER loolu wane na ni gouvernance boo xam ne dañ koy lal te joxe de mauvaises informations au peuple loolu daxalul ab réew ñetteel bi mooy l'autoroute à péage monsieur le ministre dama bëgg a xam ndax Eiffage dafa am lu mu yëngal naanal leen ko wala est-ce que lan mooy problème bi parce que un ouvrage boo xam ne 354 milliards Eiffage def ci 65 milliards kese tey ñu jox ko exclusivité pour 30 ans. Si en fait de hausse il n'y a que 4,1 milliards de rentrées que vous tirez des autoroutes le reste c'est des réaménagements de la rationalisation des dépenses de fonctionnement et l'annulation de dépenses d'investissement donc c'est abusif de parler de hausse de 104 milliards. La seule nouvelle recette est celle de 4,1 milliards issus des autoroutes à péage et qui pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que l'État ne peut pas chercher à rentabiliser un projet financé par l'argent public. En l'espèce, les citoyens sénégalais contribuent doublement, d'abord à travers leurs impôts et taxes qui ont essentiellement financé ces autoroutes et ensuite par le paiement d'une redevance instituée au lendemain de l'élection présidentielle par décret 2019-841. Cette redevance est un moyen détourné de taxer les citoyens face aux contre-performances des administrations fiscales et financières et devant les besoins insatiables d'un État endetté et désargenté.
En seulement 6 mois d'application, cette redevance va vous rapporter 4,1 milliards supportés par les mêmes usagers qui ont financé l'autoroute. Deuxièmement, il s'agit du respect de vos engagements vis-à-vis du peuple usager. Monsieur le ministre, où en êtes-vous avec l'engagement solennel pris en Conseil des ministres du 11 juin 2018 de procéder à une renégociation de l'autoroute à péage Patte d'Oie AIBD et d'accélérer la finalisation avant fin juin 2018 du processus de renégociation des tarifs. Rappelons que Eiffage n'a contribué qu'à hauteur de 17%, de 16,6% des investissements et aujourd'hui perçoit des redevances importantes. Pour la loi de finances en tant que telle, votre manège a consisté à générer des crédits obtenus grâce à une baisse de certaines dépenses de fonctionnement ainsi que des dépenses d'investissement. Mais nous voudrions savoir le détail de ces réaménagements pour être sûr que des postes importants pour la marche, notamment l'éducation, la santé, n'ont pas été affectés. En ce qui concerne les choix de réaffectation de dépenses de la LFR, les variations des dépenses de ce projet de loi concernent 3 catégories. La première catégorie, c'est une hausse de 650 millions sur les dépenses de personnel justifiées par les indemnités accordées aux ayants droit pour charges de téléphone. Monsieur le ministre, comme vous avez l'habitude de le faire, vous avez encore violé la loi et la Constitution, puisque cette mesure pose 2 problèmes. Un problème de justice sociale, ce que vous refusez aux autres, puisque vous ne voulez même pas discuter avec les syndicats, vous le reconnaissez à du personnel politique. Et pour des montants importants, 300 000 francs quand même. Et le second problème, c'est que vous, en tant que ministre des Finances, par lettre numéro 7888, vous avez défiscalisé ces indemnités, ce qui est une violation de la Constitution d'abord, qui donne le pouvoir fiscal uniquement à la loi, donc à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas habilitation, monsieur le ministre, à exonérer, mais également des articles 164, 165, 166 et 167 du Code général des impôts, qui disent que l'allocation forfaitaire mensuelle pour charges de téléphonie est un revenu imposable. Vous avez outrepassé, comme vous avez l'habitude de le faire, vos pouvoirs. L'autre élément, c'est la Sénélec. Nous voudrions bien savoir, on nous avait annoncé une société qui était tellement bien importante qu'elle avait réalisé un bénéfice de 36 milliards, je crois, en 2017, et subitement, alors que son ancien DG est devenu ministre, on nous annonce que cette société est moribonde au point de justifier ses subventions. Et le troisième, c'est les 75 milliards de dépenses injectées dans le secteur des bâtiments. C'est une bonne chose, nous le saluons, mais malheureusement, je ne pourrais pas débattre sur cet aspect. Le dernier élément que je voulais aborder avec vous, monsieur le ministre, c'est ce qui concerne l'exécution des dépenses. 3 mécanismes sont souvent utilisés. Le paiement effectué par les bureaux des domaines pour ce qui concerne les indemnisations, ensuite les reconnaissances de dettes et enfin, la troisième, les comptes ouverts par l'État du Sénégal dans les banques privées. Si je vous dis programme de défense des intérêts économiques et sécurité du Sénégal, vous comprendrez. Nous nous sommes rendus compte que des montants, des dizaines et des dizaines de milliards ont été payés à un seul entrepreneur à travers ces 2 sociétés, en violation totale des règles, et ça entraîne la responsabilité de votre ministère. Je comprends bien la peur que cette affaire suscite désormais en haut lieu, ce qui fait que personne ne veut qu'on aille vers un procès. J'entends les gens claironner qu'il y a 6 000 ménages qui ne seront pas impactés, etc., etc. 600 000 ménages. Je dis, est-ce qu'on connaît l'importance de l'énergie dans l'économie? Est-ce que les gens connaissent l'impact de ces hausses-là sur la production industrielle, commerciale et sur l'économie de ce pays? Est-ce qu'ils imaginent seulement ce qu'ils sont en train de dire? Et je dis, par ailleurs, qu'il n'y aurait jamais dû y avoir de hausse, monsieur le ministre, parce que ce qui vous rattrape, c'est une mauvaise gouvernance de la Sénélec depuis longtemps. Je dis qu'il y a un certain nombre de problèmes à la Sénélec. C'est pourquoi j'ai demandé l'audit l'autre jour ici, en commission, en plénière. D'abord, une organisation du sous-secteur de l'énergie qui est totalement dépassée. Il y a un monopole absolu de la Sénélec, pratiquement sur tout. Il y a quelques entrants, mais ils sont obligés de découler leur production à la Sénélec. Tant que la Sénélec aura ce monopole, elle n'aura pas de concurrence sur son marché, elle ne pourra pas satisfaire le client qui va supporter malheureusement ces impairs. Il y a le problème du régulateur à la Sénélec. Le régulateur ne régule absolument rien. Tous les 3 ans, la Sénélec propose et ça passe comme lettre à la poste. Même
Aucune sanction, même par exemple sur des questions aussi élémentaires que sur le retour de pose de compteur. La loi a dit 10 jours, ça n'est jamais respecté. Les réclamations sont là. Le régulateur n'a jamais régulé. Et pour cause, le régulateur n'est pas autonome, il n'est pas indépendant. Son budget dépend pour partie de la Sénélec. Comment ce régulateur peut réguler? Monsieur le ministre, je voudrais relayer les complaintes des Sénégalais qui considèrent que le secteur de la santé, qui en principe est le secteur qui doit leur permettre d'être dans de bonnes conditions, est un secteur qui lui-même est très malade. Nous avons constaté que si on s'en réfère au ratio posé par l'Organisation mondiale de la santé, nous sommes très loin d'atteindre le minimum qu'il faudrait. Je crois que nous avons 59 000 médecins généralistes on a un médecin généraliste pour 59 000 habitants, là où les normes sont à 1 pour 10 000. Nous avons 10 000 sages-femmes une sage-femme pour 10 000 habitants, là où les normes sont à 1 sur 6 000. Et nous avons un infirmier pour 11 000 Sénégalais, là où les normes sont de 1 sur 3 000. Nous sommes donc très loin des normes. Nous sommes à peu près dans le même schéma avec les établissements hospitaliers, où on a 470 000, un hôpital pour 470 000 habitants, là où les normes sont à 1 pour 150 000. Je peux donner encore et encore des statistiques, mais ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de fonds consacrés à la santé. Aujourd'hui, nous avons 1,47%. Les dépenses pour la santé représentent 1,47% du PIB du Sénégal. Comparé aux États-Unis, à la France, où on est à 17%, 11%, ainsi de suite, encore que ces pays ont un système sanitaire très performant, nous considérons que les 191 milliards prévus pour la santé sont très insuffisants par rapport aux besoins du Sénégal. Monsieur le ministre, cela nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Aujourd'hui, comme je dis, dites-moi quelles sont les priorités budgétaires et je vous dirai quel est l'agencement budgétaire et je vous dirai quelles sont vos priorités. La santé, en termes de dépenses, est à la 7e place. Je ne peux pas comprendre dans un pays comme le Sénégal que les infrastructures et le transport viennent avant la santé, que le ministère du pétrole et des énergies vienne avant la santé et que les forces armées viennent avant la santé. Vous me direz que pour les infrastructures, évidemment, avec nos amis bailleurs, on considère que la santé n'est pas un investissement rentable, ce qui n'est pas le cas pour les infrastructures. Autant de choses qui nous amènent, autant d'éléments qui nous amènent à nous poser des questions sur la place réelle de la santé dans vos politiques. C'est les chiffres qui parlent, ce n'est pas les slogans. Je terminerai, Monsieur le ministre, pour vous poser quelques questions sur l'industrie pharmaceutique. Il n'y a aucune politique d'implantation d'industrie pharmaceutique digne de ce nom au Sénégal. Que prévoyez-vous pour faciliter la création d'industries pharmaceutiques? Si on sait que les 2 unités qu'on a nous viennent du Maghreb. Et l'exemple du Maroc qui produit 60% de ses consommations devait nous inspirer. La deuxième question, c'est la vente de médicaments illicites. En 2019, on a eu beaucoup de cas et nous savons que ces médicaments illicites contrefaits créent beaucoup de problèmes de santé. Rien qu'à Touba, on a 200 cas de nouveaux incidents rénaux chaque année. Quelle est la politique réelle pour que cela s'arrête? La troisième question, c'est la CMU, qui est en phase d'être un véritable goulot par rapport à la politique de santé. Puisque les arriérés qu'on doit aux hôpitaux, on nous parle de 19 milliards, cette dette a fini par constituer un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des garanties pour que les hôpitaux ne se retrouvent plus dans ces situations-là? Parce que ça impacte négativement, malheureusement, sur la capacité à prendre en charge les besoins des citoyens en termes de santé.